Bonjour, bienvenue dans cet épisode de l'Afrique parle Bitcoin, le podcast qui donne la parole à ceux qui font bouger les choses dans le domaine des crypto-monnaies en Afrique. Mon nom est Prince Don, hôte de ce podcast. Je vous propose de mener des discussions chill avec des gens qui ont des choses intéressantes à partager. Et aujourd'hui, je reçois Edith. Edith, je la surnomme la boss du game de la tech ivoirienne, voire africaine, à cause de ses nombreuses apparitions dans le classement des jeunes influents du continent, pardon. Je la connais depuis plus d'une décennie, depuis l'époque d'Akendewa et les débuts du web ivoirien. Dans la communauté Twitter à l'époque de CIV 2010 et plein d'autres histoires qu'on a eu à vivre dans le milieu du web ivoirien. Alors, je lui connais plusieurs casquettes. D'abord blogueuse, ensuite entrepreneur, activiste, youtubeuse, chroniqueuse télé, artiste NFT depuis peu. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et Edith en veille constante sur les sujets de techno. Donc, naturellement, j'ai vu qu'elle parlait souvent de crypto-monnaie sur son Twitter. Et de fil en aiguille, Edith, tu m'as invité à un space sur Twitter pour parler de Bitcoin dans un premier temps, et on a eu ensuite un space sur les NFT. Donc aujourd'hui, je te rends un peu l'appareil et je t'invite comme première invitée sur ce podcast. Edith, bonjour, je te laisse te présenter si j'ai oublié des choses importantes. Bonjour Prince. Je pense que tu as dit l'essentiel. Ça résume bien un peu ce que je fais en ce moment. Je suis une slasheuse, donc déjà l'environnement de la veille dans la technologie et de la communication digitale, ce sont mes domaines. Et dernièrement, je me suis intéressée aux crypto. Donc, quand je dis dernièrement, c'est en 2020, voilà, pendant la pandémie, ou plus fort de la pandémie, que j'ai découvert l'univers des cryptos et l'univers de la blockchain. Et voilà, c'est de là que cet intérêt-là est parti, en fait. Mais sinon, depuis, euh, depuis 2009, je travaille dans la communication digitale. Donc, j'ai bossé comme chef de projet web et community manager, d'abord dans une agence de communication ivoirienne qui s'appelle Intuition. Et ensuite, après, j'ai été débauchée par agence de, une agence de communication digitale sénégalaise qui s'appelle People Input, où j'étais business developer et ensuite country manager. Et ensuite, je me suis lancée moi-même. J'ai créé mon agence de communication digitale pour gérer des clients. Bon, je ne vais pas les citer ici, mais les grands comptes. Et on va dire que je continue toujours dedans. Et je continue également d'écrire parce que d'abord, avant tout ça, j'étais blogueuse. J'aime plus trop utiliser le terme blogueur parce que je trouve que c'est un peu galvaudé. Je préfère dire éditrice ou rédactrice de Maintenant, tu es contenu. influenceuse, Edith. Tu es influenceuse. Bon, ça, c'est les gens qui disent. Ça aussi, c'est tellement polémique, cette histoire d'influenceurs et autres là, que je préfère dire que je suis créatrice de contenu pour le web. Tout simplement, voilà. Maintenant, si les gens le disent, tant mieux ou tant pis, mais je préfère, voilà, utiliser le terme de créatrice de contenu pour le web. C'est ce qui est marqué sur mes factures. Quand je fais mes factures, là, c'est marqué dessus. Voilà, c'est plus simple. Donc, globalement, c'est ça. Et puis, je suis surtout une tech enthousiaste. J'aurais aimé être développeuse ou codeuse si j'avais, bon, j'avais, peut-être, j'avais pas écouté mes parents, en fait. Bon, déjà, je ne les ai pas écoutés parce que j'ai pas voulu faire sciences économiques. J'ai fait 2 ans et puis j'ai drop out pour faire de la com digitale, pour bosser dedans. Mais je pense que au plus profond de moi, j'aurais aimé être codeuse. Parce qu'un codeur, il a du pouvoir. Voilà. Donc, globalement, c'est ce qui me définit en tant que Edith Brou Bleu. Très intéressant. Merci pour l'introduction, Edith. Je veux qu'on revienne sur un point, en fait. La crypto. Très Mhm. concrètement, comment tu as découvert la crypto
Et puis, ça a été quoi enfin, comment s'est passé tes premiers moves, tes premiers achats de crypto, par exemple, s'il y a une anecdote autour de ça, mais comment tu as découvert le truc, en Comme je disais, hein, j'avais beaucoup de temps. Franchement, tout le monde avait beaucoup de temps pendant la fait? pandémie. Ouais. Je pense qu'à partir de mai, hein, mai, juin, j'ai vraiment commencé à tuiner un peu. Déjà pendant la pandémie, je me suis découvert un talent de monteuse. Donc j'ai commencé à faire du montage, ce que j'ai jamais voulu faire de ma vie, parce que je trouvais que c'était barbant. J'ai jamais voulu faire en fait du montage. Et ça, j'ai commencé à faire du montage parce que j'étais coincée. Je faisais des vidéos et je voulais monter. Et j'ai pas eu le choix de faire. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à ça et en fouinant sur Internet. Et comme je m'intéresse beaucoup à l'éducation financière et à développer des sources de revenus, donc fouillant, je suis tombée dessus. Je sais même pas par quel site je suis tombée dessus, mais je sais que c'est en faisant des recherches par hasard comme ça que je suis tombée dessus. Je sais que j'ai dû certainement tomber sur le Dogecoin. Oui, je pense. J'ai Mhm. dû tomber sur le Dogecoin. Et c'est en fouillant à partir du Dogecoin que j'ai découvert le Bitcoin. Et ensuite que je me suis renseignée en fait. Et on va dire, la fenêtre sur l'univers des cryptos s'est ouverte en fait. Donc c'est d'abord par le Dogecoin. Et c'est clair que j'ai dû faire un peu de, comment on appelle ces trucs-là? Les trucs, les... Shitcoinerie, c'est ça que tu cherches? Ouais, non, c'est clair, à fond. Là, t'as même pas besoin même de me reprendre shitcoinerie et tout. J'ai découvert aussi d'abord beaucoup de shitcoinerie. Je suis tombée dans les histoires de yield, comment on appelle ça? Dans les scams, on les appelle les c'est pas yield, mais c'est hype quelque chose. En tout cas, un format qui permet comment on appelle ce truc-là? C'est du Ponzi, mais je suis tombée sur des arnaques de Ponzi et tout. En tout cas, pendant toute Mhm, cette mhm, période-là, de 2020, quand j'ai découvert la crypto, j'ai découvert et les shitcoins, et le bitcoin, les altcoins, en tout cas tout ce que je devais savoir et tout. Et ça m'a beaucoup intéressé en fait. Mais principalement, j'étais très focus sur le Dogecoin et après, je me suis intéressée aux autres. Donc, j'ai commencé à découvrir l'univers des cryptos par les shitcoins. mhm. Ça m'a attiré et puis après, j'ai commencé à faire plus de recherches pour comprendre Ouais. comment ça fonctionne et tout ça. Et je continue toujours d'apprendre parce que je suis juste une amatrice. Je découvre, j'essaie, je regarde et tout ça, quoi. L'univers des cryptos est tellement, mais tellement vaste, effectivement. C'est trop vaste. Enfin, tu sais, c'est intéressant que tu parles de 2020. Enfin, quand tu dis 2020, c'est surtout pendant les restrictions Le Covid, confinement, ouais. notamment. Et le confinement et consorts, effectivement. Tu vois, moi j'ai entendu parler du Bitcoin en 2017. En 2017, à la faveur du bull run de 2017, comme beaucoup de personnes, tu avais les médias qui tournaient en boucle sur le Ah, bizarrement, Bitcoin. j'ai pas vu ça. J'ai pas vu les médias en parler pendant cette période. C'est bizarre. 2017, qu'est-ce que je faisais en 2017? C'est bizarre. Je sais que 2017, j'avais créé mon agence de com digital, donc j'étais focus sur les clients. J'étais chef d'entreprise en fait, donc j'avais des employés à Mm, gérer. Et c'est vrai qu'à un mm, moment, pas que je m'étais déconnectée, mais mes associés m'avaient fait comprendre que voilà, tu dois choisir entre Edibo, qui est visible sur les La réseaux people. sociaux, la people qui va dans des conférences et puis la chef d'entreprise et tout ça, quoi. Et donc, à un moment, Mm, c'est vrai que j'étais moins active sur les réseaux et j'étais vraiment beaucoup focus sur mes clients, en fait, sur la gestion de mon entreprise, l'administratif et tout ça. Donc, ça m'énerve que j'ai raté 2017. C'est étonnant que j'ai pas pu voir passer ça, en fait. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment étrange. Non, mais imagine si j'avais découvert le Bitcoin en 2017. Attends, ça étouffe. En fait, chacun a son processus d'onboarding dans la chose. Moi, j'en ai Hum, entendu parler en 2017. C'est en 2017 que j'ai fait mes premiers achats de Bitcoin et d'Ethereum. Mais hum, enfin, c'était comme j'ai l'habitude de dire pour les mauvaises raisons en griffe. Disons hum, que on en parlait beaucoup,
on miroitait les médias et surtout, enfin, les sites qui en parlaient, les informations que j'avais miroitaient la possibilité d'enrichissement et de profit Mais que c'est ça pareil pour moi, en représentait. 2020, c'était ça. Hein. C'était, peut-être on va plus sortir de la maison, hein, donc il faut trouver une source de revenus depuis la maison, il C'est faut faire ça, du télétravail. Donc, cherche quelque chose qui peut faire rentrer de l'argent si tu n'as plus de clients ouais, pour faire des campagnes digitales, quoi. Donc, c'est l'argent, hein, l'argent rapide. c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. Donc j'en ai acheté et puis il y a eu le bear market. Ça a commencé, je pense, en 2018. Et puis là, j'ai fait une grosse connerie. J'ai paniqué. J'ai vendu quasiment Ah, à perte. ah, Et puis, je waouh. m'en suis Ça débarrassé. Je me... voulais plus en entendre parler. Tu vois, Waouh. j'ai fermé ce chapitre de ma vie. Et puis, j'ai Ouais. complètement zappé. J'avais complètement oublié et tout. Et donc, en 2020, à la faveur de la crise Covid, pendant le confinement, Mhm. j'avais décidé de développer de nouvelles compétences. Mhm. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser au trading. Donc, j'ai Mhm. bouquiné un max dessus, machin et tout. J'ai lu plein de trucs. J'ai avalé des vidéos sur le sujet. Et puis, je commençais à pratiquer du trading, tu vois. Et puis, Mhm. un jour, je suis tombé sur... Enfin, bien sûr, quand tu commences à truc, tu entends parler de trading de crypto, mais c'est haram, c'est hyper risqué, donc faut pas s'aventurer Mhm. là-bas. Donc moi, je restais sur du forex, sur les actions, sur Ah, c'est vrai que pendant cette les période, produits en dérivés, fait, notamment, pendant etc. cette période, je sais pourquoi j'étais pas, j'avais découvert le forex en fait, ouais. Et j'étais vraiment Tu focus connais sur le bien le forex. forex. Ouais. Oui, oui, oui. Je crois que Et j'ai puis, commencé dans le forex en genre 2015. En tout cas, 2014-2015, je me suis brûlé les ailes mm, dans la période, en tout cas, jusqu'en 2017. Je comprends pourquoi, oui. J'étais dans le forex et c'est ça qui prenait mon attention. Je me suis brûlé les ailes, j'ai arrêté, je dis plus jamais, never anymore et tout et tout. Et je crois que en 2017, j'ai dû revenir dedans, ouais. et petit rappel pour les auditeurs, hein, trader, c'est une activité qui est Ultra extrêmement risquée. risqué. C'est un métier à part entière, les gens se forment pendant des années pour le faire. Ouais. Donc, faut pas imaginer que s'improviser trader en quelques semaines, C'est on ultra se fera risqué. de l'argent. C'est très risqué. Hmm. Et petit chiffre au passage, on estime que 90% environ des traders amateurs perdent de l'argent, en fait. Donc, c'est vraiment, vraiment risqué. Mais bon, donc je continue. Donc, et je suis tombé, bah, j'entendais parler de crypto, mais ça m'intéressait pas vraiment le trading de crypto. Et puis, un jour, j'ai regardé une vidéo. Moi, j'ai été orange pill direct. Hein. Orange pill, c'est une expression qu'on utilise pour dire que tu es tombé dans t'es tombé dans le terrier du lapin. Là encore, il faut que j'explique. C'est genre, tu découvres Bitcoin, tu découvres la complexité de ce que c'est et surtout ce que ça résout comme problème. Et c'est Hmm. vraiment ça. Et c'est là que moi, je suis directement tombé dans Bitcoin, en fait. Je me rappelle, je regardais une vidéo sur une chaîne YouTube qui s'appelle Grand Angle, mais c'était pas Grand Angle Crypto. À l'époque, c'était Grand Angle Investissement, je crois. C'est une Hmm. vidéo francophone d'un mec qui parle d'investissement et tout. Il s'appelle Richard Bouton. Top. C'est un super YouTuber. Et puis, il interviewait Sébastien Gouspillou, qui est un mineur de Bitcoin. Et Hmm. la manière dont le mec, il parlait de Bitcoin, ça changeait de tout ce que j'entendais jusque-là du Bitcoin. C'était Hmm. vraiment quelque chose qui résolvait un problème. Et lui, son problème, c'était le minage, de trouver des sources de minage écologiques, entre autres. Et puis, j'imaginais pas qu'il y avait ces aspects-là étaient plus ou moins touchés par le concept de Bitcoin, en fait. Donc, ça m'a poussé Hmm. à chercher. Et là, j'ai fait des heures, des nuits blanches, littéralement, à regarder Comprendre. des vidéos sur le sujet, à essayer de comprendre. Et puis, c'est là que tu commences à connaître les sommités comment on appelle ça, du domaine, notamment anglo-saxon. Il y a Mhm. Andrea Antonopoulos. Je pense que lui, c'est la personne au monde qui a le plus orange pilé des gens. Je pense que lui, c'est considéré comme le maître Yoda. Le maître Yoda dans Bitcoin, il est hyper, hyper pédagogue. Et j'ai beaucoup appris de lui. Après, tu commences
à tourner, enfin, à fréquenter, à découvrir des youtubeurs français, francophones, québécois qui apportent beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est comme ça que j'ai appris. Et puis, j'ai commencé à bouquiner, à lire beaucoup. J'ai commencé par lire de Sovereign Individual. Ça, c'est un truc aussi qui est mind-blowing. Ça te fait, genre, te reposer des questions sur la monnaie, ce que c'est, parce que ça interroge Bitcoin, en fait, ça, ça remet en cause toutes tes conceptions sur Mhm. la finance, sur la monnaie, sur ce que c'est. Et Ouais. quand tu es intéressé par ces sujets-là, parce que moi, à la base, moi, je travaille dans la finance hein, depuis 12 ans maintenant, et Mhm. donc, être challengé sur ces sujets, c'est pas comme si je me considérais comme particulièrement sachant sur le truc, mais remettre en cause tout ce que je pensais être, tu vois, c'était assez particulier. Ça fait que je creusais, je creusais, je creusais, je creusais. Et surtout quand je me suis rendu compte des opportunités que ça représente pour l'Afrique, tu vois. Pour Mhm. l'Afrique, où on a Mhm. de gros sujets de taux de bancarisation qui est hyper faible, les gens qui n'ont pas accès au financement et tout, et les frais Ouais. qui sont élevés pour utiliser les services financiers, et que tu te dis, ah, mais c'est quelque chose qui, si c'est Une utilisé solution. convenablement, c'est une grosse Mhm. solution. Enfin, c'est sûr que ça va pas résoudre les crises en Afrique, mais Mhm. c'est une bonne base, en fait, monétaire pour avancer. En fait, je Bref, n'ai plus je vu le m'égare un côté peu. enrichissement. Je Non, n'ai plus non, vu le côté absolument enrichissement, pas. mais j'ai vu Non. le côté opportunité pour l'Afrique, pour les moyens de paiement, pour faciliter les transactions. Mais c'est ce que ça représente en fait. Donc que ce soit le Bitcoin ou les monnaies, les altcoins, mais c'est vraiment Mm, une opportunité en fait pour faciliter les transactions. Et moi, par exemple, si mes clients avaient la possibilité de me payer en Bitcoin ou en une autre monnaie numérique ou un stablecoin, ça allait forcément m'arranger. Maintenant, là, c'est qu'à ce moment-là, on aura une très forte adoption. Ouais, ouais. on On va y aurait une arriver forte, sur ce forte sujet adoption. tout à l'heure. Mhm. Mhm. Mais avant de développer cet aspect-là, il y a un truc qui est assez particulier. Je ne sais pas si ça t'arrive à toi aussi, Mhm. devoir expliquer les crypto-monnaies à tes connaissances, à tes proches. Je pense que, Mhm. genre, autour d'un C'est verre compliqué. ou d'un repas, et puis on te demande, mais toi, tu parles tout le temps de crypto, là, c'est quoi la crypto? Je ne sais pas si tu as déjà été confronté à ça, C'est genre devoir expliquer très rapidement. même pas que même pas quand on te demande, on peut te demander, puis tu entends peut-être dans une conversation et tout ça, et puis bon, tu veux initier Mm, la conversation, tu entends des énormités et tout ça. Bon, après, je suis pas une experte, hein, mais tu as forcément envie de réagir en disant, ah non, c'est pas comme mm, ça. Voici comment fonctionnent les cryptos, voici c'est quoi le Bitcoin et tout. Et c'est clair que ça crée beaucoup de friction. Donc, en tout cas, j'essaie d'être le plus simple possible, hein. Même si moi, ma difficulté, c'est que je suis pas pédagogue. Je n'ai pas, mm, je n'ai pas une nature pédagogue. Je suis pas patiente. Je suis pas pédagogue. Et j'ai des difficultés à rendre ce que je sais. Surtout quand la mm, personne en face de moi euh, n'est pas au même niveau. Pas que la personne n'est pas au même niveau, mais n'a pas certaines connaissances ou certains acquis, en fait. Donc, c'est difficile pour moi ouais, de je vois. rendre à la personne. Et je perds patience quand je suis obligée de répéter à plusieurs reprises, en fait. En tout cas, j'essaie d'expliquer que, bon, voilà, déjà, faut comprendre c'est quoi une blockchain. C'est un registre ouvert qui permet de pouvoir inscrire des transactions en temps réel. Et puis bon, c'est transparent. Et maintenant, la crypto-monnaie, c'est un des usages de la blockchain. Euh, et que la crypto-monnaie, ce n'est pas un scam, ce n'est pas une arnaque, parce que quand je vois des gens qui veulent mélanger la crypto à des arnaques et mélanger la crypto à un Ponzi, ça me hérisse en même temps. Donc, j'essaie de Mm, faire comprendre que la crypto-monnaie, c'est juste un usage et que le plus important dans la crypto-monnaie, c'est le Bitcoin. Si vous comprenez le fonctionnement du Bitcoin, vous allez comprendre en fait pourquoi la crypto-monnaie va révolutionner le monde, quoi.
Donc, c'est ce que j'essaie de faire en tout cas, d'expliquer que les crypto-monnaies, c'est la nouvelle révolution du numérique et de la finance et que elles sont inscrites dans la blockchain, que toutes les transactions sont visibles. Personne ne peut venir modifier une transaction dans la blockchain qui a été faite avec des crypto-monnaies. Et voilà, donc c'est vrai que c'est pas évident pour moi d'expliquer, mais j'essaie en tout cas autant que faire se peut avec mes mots de faire passer le message et surtout de faire comprendre qu'en fait, avec la crypto et la finance décentralisée, on est soi-même sa propre banque, on est soi-même son propre gestionnaire et c'est instantané en fait, c'est-à-dire que les transactions sont instantanées. On peut vérifier les transactions qui ont été faites, les montants qui ont été transférés et tout. Bon, c'est vrai que c'est anonyme. Peut-être que c'est ça qui peut être un point difficile à justifier ou faire comprendre l'intérêt. Parce que bon, on peut se dire, ah oui, c'est anonyme. Donc, des brigands, des bandits, des terroristes peuvent utiliser cet aspect-là pour faire tout ce qu'ils veulent, pour blanchir de l'argent et tout ça. Mais bon, j'essaie d'être le plus simple possible pour faire passer le message, mais c'est pas évident. Parce que, en termes d'adoption, déjà, c'est pas important en termes d'adoption. Mais en plus, dans nos pays africains, là, c'est compliqué. C'est très compliqué. Je te Le me débat, en comprends tout cas. tellement. Je te comprends tellement. Parce que c'est un sujet qui, effectivement, qui est complexe. Donc, expliquer, enfin, c'est compliqué. Moi, je t'assure, je me suis pris plusieurs fois des tuiles comme ça. Genre en soirée avec des potes. Tu te dis, ouais, tu penses que tu as acquis suffisamment de connaissances dans le titre, donc C'est tu as ça. envie de partager la connaissance, Tu tu as veux pas envie être que seul, les en gens fait. sachent, connaissent C'est exactement, ça. tu vois. Donc Tu veux pas être seul. tu essaies d'expliquer et puis tu te rends compte que ça coince. Quand tu commences à parler de blockchain, machin et tout, on te regarde, attends, mais de Surtout quoi comme, tu moi, parles? j'imagine peut-être que toi, comme tu es dans la finance, tu as des collègues qui sont dans la finance. Des amis qui sont dans la finance ou, donc, Ouais. qui vont Je forcément peux te dire sortir que certains c'est points. blocage. Ah ben, c'est blocage direct. Quand tu es dans la Ouais, ouais, finance, ouais, 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 il y ouais. a un blocage direct par rapport à ça. Ça, c'est clair. Et donc, tu Ouais. vois, j'ai passé beaucoup de temps parce que j'ai pris ça a heurté mon ego pour rien J'imagine. te Ça cacher. fait mal. Ça a heurté ça me fait Et à mal un en moment, fait. tu es Tu bloqué, tu vois, n'arrives plus à expliquer en fait. Tu te dis, ah, bon, ok, d'accord, peut-être qu'il a raison sur ce point, mais bah, c'est chiant. ouais, C'est chiant. ouais. Pourtant, toi, tu vois le bien fondé, tu vois, mais Tout à fait, c'est ça, c'est ça. Mais tu n'arrives pas à rendre de façon à ce que ce soit compréhensible. Donc, j'ai beaucoup cherché à, à structurer mon discours sur ce hum, que c'est que le Bitcoin et tout. Bon, vu que hum, là, on a du temps, je vais faire la version longue pour hum, expliquer aux gens. Parce que ça, c'est une des questions qui revient très souvent. Et je pense que nos auditeurs, ça doit être très certainement une des raisons pour lesquelles ils écoutent ce podcast. Donc, Bitcoin, c'est quoi? Pour moi, je pense que la meilleure manière d'expliquer Bitcoin, c'est quoi? Faut montrer aux gens le problème que Bitcoin résout, tu vois. hum, Quand tu vois un problème, Bitcoin résout ce problème en faisant ça. Je pense que ça imprime plus facilement dans la tête des gens ce que c'est que le Bitcoin sur cette base-là. Donc hum, maintenant, c'est quoi le problème que Bitcoin résout? Pour ça, il faut prendre un peu de hauteur par rapport à l'économie, tu vois. hum, Dans l'économie, c'est des transactions que les gens font. C'est des transactions économiques qui sont faites entre les différents acteurs. Donc, entre toi et moi, entre les différents vendeurs que tu vois, tu es intéressé par quelque chose. Et donc, pour acquérir la chose, tu échanges de l'argent, de la monnaie, et puis la personne te donne cette chose. C'est une transaction économique basique, en fait, une transaction commerciale basique. Et jusque-là, la transaction la plus pratique, la plus usuelle, surtout dans nos pays, c'est les transactions en espèces. Donc, j'ai besoin d'un bien. En échange de ce bien, tu remets de l'argent en espèces à cette personne. La personne te remet le bien. Tu vois. hum, Donc, hum, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Donc, premier avantage, c'est que c'est rapide et c'est instantané. Tu vois. Donc, tu vois, hum. quand je te donne l'argent, c'est fini. On est quitte, en fait. Donc, il n'y a plus rien entre nous. Moi, je me bats, tu as ton truc.
j'ai mon truc, tu as ton argent, on ne se parle plus, la transaction, elle est clôturée, tu vois. C'est pas forcément le Mm. cas dans d'autres configurations, mais on va y arriver. Donc, il y a ça, le fait que c'est instantané. Dès que tu remets l'argent, c'est fini, il n'y a plus rien entre nous, c'est bouclé. C'est anonyme d'utiliser du cash pour faire des transactions. Parce que les seules Mm. personnes qui savent qu'il y a la transaction, c'est les deux personnes qui transactent. Donc, c'est moi et le vendeur, tu vois. Et ça a Mhm. ça a son avantage. Le fait que la transaction soit anonyme, ça a son avantage. Je vais prendre un exemple. Disons, je vais prendre un exemple embarrassant. Disons que je pars à la boutique du quartier pour acheter un préservatif. Tu vois. Mhm. C'est quelque chose d'assez embarrassant. J'ai pas besoin que mon banquier ou je sais pas qui, On quelque part sache. là-bas, sache que je vais acheter un préservatif. C'est ma vie privée, c'est mon intimité, tu vois. Donc, Mm. ça reste entre le boutiquier et moi. Je lui donne son argent, il me donne mon préservatif. C'est en espèces, c'est bouclé. Il n'y a que lui et moi qui sommes au courant de la transaction. C'est bouclé, c'est fini, tu vois. Donc, Mm. ça a ses avantages, en fait, l'anonymat. Et puis, bah, c'est du P2P finalement. C'est quelque chose qu'on entend souvent dans le, dans le jargon des cryptos, mais c'est du P2P. Tu échanges directement Ouais. avec la personne, il n'y a personne, avec le vendeur, il n'y a personne au milieu, il n'y a pas d'intermédiaire. Maintenant, les inconvénients de ce moyen de transaction du cash, c'est que c'est pas pratique pour des transactions à de gros montants. Disons que je vais acheter une maison, bon, je vais pas trimballer 100 millions, parce que c'est le prix des maisons à Babi actuellement. Mm, Je vais mm, pas mm. trimballer 100 Et millions plus, en ouais. espèces. C'est ça, je vais pas trimballer 100 millions en espèces pour aller payer une maison. Bon, quoique, on entend, je pense qu'on a tous entendu des gens qui font des transactions en espèces de ce montant, mais bon, Si, si, c'est pas si, de dans les ça qu'il coffres des s'agit. voitures. C'est ça, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. C'est minoritaire. Donc, les transactions avec de gros montants, c'est pas pratique d'utiliser de l'espèce. Mm. Et puis, quand on a de l'espèce, on est vulnérable. Il y a du risque de vol, notamment quand tu as de l'espèce. Tu te sens pas secure parce que tu deviens un peu parano. Enfin, quand tu te Mm. promènes à une grosse somme d'argent, immédiatement, tu fais beaucoup plus attention parce que tu peux te faire voler, tout ça. Donc, ça, c'est un des inconvénients. Et l'inconvénient majeur, c'est que tu dois être physiquement présent au même endroit que la personne Mm. avec qui tu transactes. Ça, c'est, Ouais. ça, c'est c'est l'inconvénient majeur du cash. Si tu fais une transaction en cash, tu dois être Au même physiquement moment. dans le même endroit que la personne pour lui remettre de l'argent. Tu vois. Mm. Et aujourd'hui, dans un monde qui est globalisé et tout, c'est inimaginable qu'on réalise des transactions en cash, en fait. Les transactions se réalisent de façon électronique, tu vois. Mhm. Donc, toute transaction qui ne se fait pas en cash, ça se fait avec de la monnaie électronique, sous différentes formes. Ça se fait avec de la Mhm. monnaie électronique, en fait. Donc, aujourd'hui, la plupart des transactions qui se Donc, les font transferts aujourd'hui, bancaires, c'est ça? comme les transferts. Donc, si tu utilises ta carte bancaire, ta carte de crédit, si tu utilises un chèque, si tu fais des virements, si tu utilises PayPal, si tu utilises même le mobile money chez nous, tu utilises de la monnaie électronique. Mhm. C'est vrai que au debout, il y a très certainement du cash, mais la transaction se fait avec de la monnaie électronique. Mhm. Je ne sais pas si tu perçois Ouais, un ouais. peu le truc. Donc, c'est vraiment monnaie électronique. Donc, aujourd'hui, une grande partie des transactions se font avec. Une grande partie des transactions se fait avec de la monnaie électronique. Tu vois. Mhm. Maintenant, ça aussi, ça a des avantages et des inconvénients. Donc, avantage, il y a un peu de sécurité. Je dis parce que tu n'as pas d'espèce sur toi. Justement, quand tu as ta carte de crédit, bon, si on vole ta carte de crédit, il suffit de faire opposition immédiatement et puis c'est tout. Donc, Mhm. il y a une sorte de sécurité au cash à l'espèce. Il y a la capacité à traiter de gros montants, justement. Quand tu veux faire Mhm. de grosses transactions, tu fais un virement ou c'est des chèques ou ce genre de choses. Et puis surtout, tu n'as pas besoin d'être au même endroit. Donc aujourd'hui, si tu prends par exemple des sites de vente en ligne, tu te connectes directement, tu as besoin de ça, tu utilises ta carte de crédit, la Mhm. transaction passe et puis ta marchandise t'est envoyée par colis, machin et tout. Donc c'est beaucoup plus pratique en fait, finalement, d'utiliser ces moyens de paiement. Et puis, il y a les inconvénients. Les Mhm. inconvénients, justement, c'est que il faut absolument qu'il y ait un intermédiaire de confiance pour réaliser cette transaction. Donc, Mhm. si moi, je te fais un virement à toi pour régler une transaction, ou un virement à un vendeur de véhicules, je vais acheter un Mhm. véhicule qui vaut 10 millions, je lui fais un virement. Mais dans ce virement, il y a plusieurs intermédiaires, à commencer par ma banque,
Ouais. par la banque du vendeur. Donc, il y a plusieurs intermédiaires. Même c'est pareil, quand tu fais une transaction par carte de crédit, donc tu passes au supermarché, tu achètes un truc, tu veux régler avec ta carte de crédit. Donc, finalement, il y a beaucoup d'intermédiaires. Au-delà des banques, il y a Visa, Mastercard, donc qui sont des systèmes de paiement qui passent. Je pense qu'on estime à environ une dizaine d'intermédiaires en moyenne Mhm. pour une transaction bancaire classique, en fait. Donc, il y a beaucoup d'intermédiaires. Beaucoup d'intermédiaires, ça veut dire qu'il n'y a plus d'anonymat. Donc, finalement, toutes les transactions sont tracées, sues par quelqu'un, par plusieurs personnes d'ailleurs. Et puis, surtout, tu n'as plus le contrôle de ton argent. Et Ouais. ça, c'est hyper important, en fait. Tu n'as plus le contrôle de ton argent. Donc aujourd'hui, ta banque peut décider de restreindre tes dépenses. Et ça Mhm. arrive. Je veux dire, ta banque, par exemple, je pense à Abidjan, ça arrive très souvent que les banques ne te permettent pas de faire des retraits au-delà d'un certain montant ou Mhm. en dessous d'un certain montant, Faut tu vois. Ou justifier, par ouais. exemple, il faut justifier, tu veux faire un virement qui passait un certain montant, il faut la validation de ton gestionnaire, du boss de l'agence, machin et tout. C'est ton Ouais. argent à la base. Et c'est là que tu te rends compte que c'est pas vraiment ton argent. L'argent qui est C'est à la ça. banque, Une c'est fois que tu l'argent vas que la donner, ça banque leur te doit. appartient. C'est Ça ça. leur appartient en fait. C'est eux qui te doivent. C'est pas que c'est plus ton argent, c'est juste que la banque te doit. Donc c'est là et un exemple patent pardon, du contrôle qu'ont les banques finalement sur notre argent, c'est ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Canada. Tu vois. Les mecs, Mhm. ils ont fait des manifestations apparemment pacifiques. C'est des manifestations, des sit-ins pour revendiquer, comment ça s'appelle, pour revendiquer, enfin, ils manifestaient contre les mesures sanitaires qu'ils trouvaient beaucoup trop excessives. Tu vois. Restrictif, ouais. Donc, c'est ça, ils font leur manifestation et ils font un appel aux dons pour soutenir la manifestation, machin. Donc, ils lèvent un crowdfunding, machin et tout. Et tu as l'État qui demande aux banques d'arrêter ça d'abord. Ils commencent par arrêter. Et puis, ils commencent à suspendre les comptes des gens qui Mhm. participent à la manifestation, en fait. C'est Tu vois vraiment comment pas c'est normal, quoi. gros? Ça m'étonne même du C'est Canada, en fait. Ça m'étonne de Trudeau, ça c'est ça m'étonne du qui est gros, Canada. en fait. Personne Mhm. n'imaginait qu'une économie, un pays démocratique comme le Hum, Canada mhm. en vienne à ça, tu vois. Et c'est là que tu te rends compte que l'argent, la monnaie, l'argent qui est dans la banque, ça ne nous appartient pas. C'est C'est l'argent de la ça. banque. Et la banque a le contrôle et a le pouvoir de censurer certaines transactions et même de te confisquer ton argent sous certaines conditions. Tu vois. Mais Et ça, concernant c'est l'influence ça qui est et problématique. l'anonymat des transactions, est-ce que c'est pas une faiblesse du système? Par exemple, L'anonymat moi, de quelle si transaction? je prends un pédophile, les transactions Bitcoin et les transactions Ah, crypto-monnaie. Si je suis, bon, on il y a va y arriver. un pédophile qui fait des transactions. Ok, d'accord. On va y arriver, t'inquiète, on va y arriver. Hum, Donc je vais présenter finalement comment est-ce qu'on transacte jusqu'à présent, enfin jusqu'avant Bitcoin. Donc quand hum, tu transactes en cash, bah, il y avait beaucoup de transactions en cash, mais très vite ça a monté ses limites. Et face à ces limites-là, on a les transactions numériques, digitales, mais mhm, ces transactions-là se font obligatoirement avec un intermédiaire de confiance qui, au mhm, passage, prend des frais. Ça, j'en ai pas mhm, parlé. Donc les frais de transaction, c'est assez élevé dans mhm, nos pays, ça mène du temps. Et puis, mhm, surtout, il a le contrôle. Les institutions financières ont le contrôle sur notre argent. Tu vois. mhm, Donc mhm, maintenant, c'est ça le problème que Bitcoin vient résoudre. C'est qu'il permet de faire un peu comme le cash, faire la mhm, transaction directement avec la personne sans passer par un intermédiaire de confiance. Tu vois. Ça, mhm, c'est vraiment ça la proposition de valeur de Bitcoin. Je fais une transaction, j'apporte de la valeur à quelqu'un, mais ça passe pas de façon digitale, hein. Donc la personne peut être mhm, à côté de moi, peut être à 10, 20 kilomètres à l'autre bout du pays ou même à l'autre bout du monde, de la planète. Je lui fais la transaction, ça met le même temps, ça coûte le même montant, qui est très faible, et puis, surtout, il y a personne qui est au milieu, qui a la possibilité de censurer la transaction. Et tu parlais d'anonymat. En fait, les transactions par Bitcoin ne sont pas anonymes, elles sont pseudonymes. oui, c'est ça. Donc, Pseudonyme, oui. c'est ça, c'est ouvert de toutes les façons. Le système est ouvert, Mhm. la blockchain est ouverte. Donc, on voit toutes les transactions qui se passent. On sait dire que telle adresse Mais on m'a ne sait pas qui est derrière le envoyé tel pseudo. montant de Bitcoin. Comment? On sait pas qui est derrière le pseudo.
On ne sait pas qui est derrière le pseudo, effectivement. Un individu lambda ne sait pas qui est derrière le pseudo. Mais des gens qui ont, des organisations qui ont suffisamment de moyens, tu vois, comme les polices des États-Unis, pour ne pas les citer par exemple, genre le FBI, la CIA, tout ça, ont la possibilité, en utilisant plein d'autres informations, tu sais, avec les big data notamment, de remonter sur les identités des personnes qui réalisent les transactions. Et aujourd'hui, les gens qui avaient l'habitude, qui utilisaient du Bitcoin pour des transactions illicites, se sont très vite rendus compte que c'était pas pratique. J'en veux pour preuve que récemment, il y a eu la police américaine là, qui a arrêté un gros trafic. J'ai plus les détails exactement, mais tu as plusieurs Je sais trafics pas comme ça qui ont été arrêtés parce que les personnes utilisaient du Bitcoin ou des cryptos. comment ils ont arrêté Mhm. le couple, la rappeuse et puis le gars là. Mhm. Par exemple, Comment tu ils vois, ont c'est le arrêté? fait que les transactions soient traçables qui ont permis, par Mhm. exemple, d'arrêter ces mecs-là qui avaient volé des bitcoins à Bitfinex. J'ai plus Mhm. exactement les détails en tête, mais c'est ça, en fait. Les transactions sont traçables, donc on sait Mhm. remonter. Aujourd'hui, c'est le système financier classique, traditionnel, il est très opaque parce que finalement, les seules personnes qui savent les transactions, ce sont les banques elles-mêmes. Et Mhm. entre le moment où les banques transmettent cette transaction-là, enfin ce détail-là, enfin, en fait, remonter une filiale, ça veut dire typiquement pouvoir avoir les informations des transactions pour toutes les banques dans lesquelles ces transactions ont transité. Alors que tu es d'accord avec moi que c'est hyper compliqué pour l'autorité fédérale américaine d'avoir le détail des transactions qui sont passées sur une banque à Perpète-les-Oies, tu Mhm. vois, parce Mhm. qu'elle n'est pas sous son autorité. Donc, mais bon, les Américains, ils savent bien s'en sortir pour le faire. Mais bon, prenons le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, les Ouais. autorités américaines et ivoiriennes, pardon, auront énormément de difficultés pour avoir le détail de transactions qui se passent même si c'est pour un citoyen ivoirien, hein, qui se passe aux îles Caïmans ou dans je ne sais pas quel autre pays. C'est bien pour ça qu'on appelle ces endroits les paradis fiscaux, parce que les banques là-bas ont tendance à ne pas dévoiler le détail des transactions qui se déroulent chez eux. Ouais. Tu vois. Donc, il y a beaucoup d'opacité qui permet justement le blanchiment d'argent et tout ça. Et ce n'est pas le cas sur Bitcoin qui est ouvert. Et aujourd'hui, les chiffres ont montré, hein. Et c'est un chiffre qu'on sort très souvent aux gens Mhm. qui le pensent, parce que c'est ce que les médias distillent comme information. Aujourd'hui, dire que Bitcoin est utilisé pour des transactions illicites, c'est fondamentalement faux. Les Mhm. études l'ont montré, c'est 0,15% des transactions sur Bitcoin Mais qui sont est-ce illicites. qu'il n'y a pas un risque avec l'adoption des cryptos et du Bitcoin, une adoption massive, donc disons 60-70%, je ne sais pas à quel niveau d'adoption on est, mais 60-70%, est-ce que crescendo, le nombre de transactions illicites ne va pas augmenter également? Ça va peut-être augmenter en montant, très certainement, mais ça va pas Mhm. augmenter en proportion, je Mhm. pense. Parce que Mhm. les gens se rendent vite compte que c'est pas pratique et qu'ils peuvent se faire attraper en Attraper. utilisant Mhm. Bitcoin pour faire leurs transactions. Je pense que ça, c'est Mhm. plutôt décourageant, en fait. Donc, enfin, Mhm. les 0,15% de transactions illicites sur Bitcoin, c'est très, très loin des 5% de transactions illicites qui se font en cash, en dollars. Mhm. Donc, c'est beaucoup plus pratique pour eux, plus safe pour les criminels d'utiliser Mhm. de l'espèce que d'utiliser du Bitcoin, en fait. Mhm. Ouais, c'est clair. Donc C'est pas ouais, traçable. ouais, c'est pas, enfin, c'est pas vrai de penser le contraire, en tout cas. Mhm. Donc finalement, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Le problème, il est établi. Éviter des intermédiaires dans les transactions. Et aujourd'hui, Bitcoin permet qu'il n'y ait plus ces intermédiaires en fait dans la transaction. C'est ça la proposition de valeur de Bitcoin. Euh, une autre question qui revient souvent, c'est qui est le créateur du Bitcoin? Qui contrôle Hmm. Bitcoin? Le jour, on va savoir ça. Mais bizarrement, je vois beaucoup de théories qui disent que c'est peut-être l'État américain, le FBI, la CIA qui sont Mhm, certainement derrière le Bitcoin, quoi. Mais bon, j'ai regardé le documentaire de Arte, les 6 épisodes là, sur Satoshi, le mystère Bitcoin. Très intéressant.
Ouais, tu fais bien d'en Euh, parler. Je recommande ouais. à tous ceux qui nous écoutent, si vous pouvez, regarder ce documentaire d'Arte là, sur le mystère Satoshi. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense que c'est l'un des premiers documentaires faits par une grosse chaîne qui a un Mainstream, point de ouais. vue qui est assez particulier, assez Ils n'ont pertinent. même pas. Voilà, je Ouais, dirais. pertinent, c'est ça. Et je pense pas qu'ils aient pris un parti pris. Non. Ils ont juste écouté Hmm. les intervenants. Et puis voilà, quoi. Présenter l'état des lieux, le contexte. Et puis ce à quoi s'attendre. Voilà. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Vraiment, c'est. Je donne ma langue au chat, hein. Si j'étais enquêtrice, peut-être que j'allais me mettre là-dessus, vraiment faire des recherches pour essayer de voir démasquer qui est derrière. Mais bon, je pense qu'on ne saura jamais. À moins que lui-même il décide Non, de se. ouais, On ne saura je pense pas jamais. aussi. Et je pense que c'est une organisation, forcément. Après, il y a c'est des cyberpunks, là. Mais je pense que on ne saura jamais, en fait. Et c'est mieux qu'on ne sache pas, sinon le Ouais, Bitcoin c'est perdra sûr. de sa C'est sûr. valeur et tout, quoi. Mais que ce Ouais. mystère-là demeure tel qu'il est. Euh, mais c'est fascinant quand même. C'est quand même fascinant de savoir que celui qui l'a créé n'a jamais utilisé, déplacé les fonds depuis Hmm. sa création. Il a débranché tout ce qui pouvait le relier à ça. Il a disparu dans la nature. C'est fascinant. Moi, je trouve ça vraiment fascinant, en fait. Et ça permet de créer un mythe, en fait, autour de ça. Et je pense que c'est ça qui Ouais. consolide même l'écosystème, en fait. Ce mythe-là, en fait. Qui sous-tend même l'écosystème, en fait. C'est exactement ça. C'est Parce que s'il y avait exactement quelqu'un ça. derrière, ça n'aurait pas eu cette On portée, aurait pu cet lui mettre la intérêt et pression. tout. Exactement, on Mm. aurait déconné. On l'aurait mis en prison, en fait, même, de toute façon. On l'aurait Très mis en prison certainement. d'une manière ou d'une autre. De la même manière qu'ils ont fatigué un peu, après ça, ça a débat. Le fondateur de Kaspersky et tout. Je pense qu'il y a un complot aussi Mm. derrière le fondateur de Kaspersky. Mais il n'aurait pas survécu longtemps, quoi. Il serait mort. Il serait mort. Ouais. Ok. Euh, Pour ceux qui nous écoutent, en fait, le créateur de Bitcoin, officiellement, c'est Satoshi Nakamoto. C'est un pseudonyme. On sait que Non, mais le pseudonyme, c'était pas Nakamoto. c'est pas Satoshi Nakamoto parce que ils se sont trompés sur la personne. Ils ont cru que c'est un ingénieur japonais, là, qui vit aux États-Unis, non? Et ils se sont trompés sur lui, en fait. Ah, non, en fait, c'est Satoshi Nakamoto, le créateur. C'est Mhm. lui qui discute sur le forum. C'est lui Ok. C'était son pseudo. qui a posté Ok. le white. C'est son pseudo, en fait. C'est lui qui a posté le white Mhm. paper, tu vois. Et c'est lui qui a développé le truc, qui a lancé la première version, qui a été améliorée plus tard. Maintenant, en fait, les gens se sont mis à la chasse à qui est Satoshi Nakamoto, tu vois. Ils ont commencé à chercher c'est Mhm. qui, ça peut être qui, machin et tout. Et ils sont tombés sur un mec qui s'appelle Satoshi Nakamoto, qui est développeur. Donc, tout le monde a cru Mhm. que c'était lui pendant un temps, tu vois. Mhm. Et puis lui aussi, il me Mhm. semble il a un peu joué le truc, il a un peu surfé dessus, Mhm. tu vois. Ce qui a eu Mhm. un procès même, j'ai vu, pour finalement. Parce que finalement, c'est simple. Finalement, c'est ça que les gens attendent, en fait. Si tu es Satoshi Nakamoto, il y a un moyen de prouver que c'est toi, Satoshi Nakamoto. Il faut que tu nous montres que c'est toi qui possèdes le million de bitcoins qui a été créé. Les premiers bitcoins, parce que c'est parti de rien, hein. Ça a été Mhm. créé from scratch, de zéro. Et puis, Mhm. les premiers mineurs encaissaient les premiers bitcoins, en fait. Et donc, le Mhm. premier mineur, c'était Satoshi Nakamoto. Donc, il a encaissé pendant longtemps les bitcoins qui ont été créés. Donc, c'est dans un portefeuille. On sait, on le voit parce que, comme on l'a dit, c'est transparent. Mhm. On sait il y a quel montant de bitcoin dans quel portefeuille. On connaît le solde de tous les portefeuilles. Donc, on sait Mhm. que on connaît les portefeuilles qui ont eu les premiers bitcoins créés et on sait que ces bitcoins-là n'ont jamais bougé. Donc, Mhm. si tu es Satoshi Nakamoto, signe une transaction avec la clé de ces bitcoins-là, on saura que c'est toi qui les possèdes. Personne Mhm. n'a réussi à le faire jusque-là, en fait. C'est pour ça que Ouais. tous ceux qui se sont Je crois qu'il prétendus, qui ont il y a prétendu Soros être qui Satoshi, avait prétendu être ils sont nombreux, hein. Satoshi. Ouais, 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 si, si, George Ils sont Soros. nombreux, ceux qui ont voulu, Ouais. ceux qui ont prétendu l'être là. Donc aujourd'hui, on ne sait pas qui c'est. Il a disparu. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il est certainement mort. Il y a beaucoup d'hypothèses. Effectivement, comme tu l'as dit, il y a des gens qui pensent que Mm. c'est le FBI, je sais pas trop quoi.
Mais c'est possible, hein, mais c'est peu probable. Donc actuellement, on ne Ouais. sait pas et le mystère, il est comme ça. Maintenant, qui contrôle Bitcoin? Il n'y a personne, littéralement. Il n'y a personne qui contrôle Bitcoin. Et pour Ouais. comprendre, c'est difficile à comprendre. Et c'est ça qui rend le Bitcoin complexe, c'est que ça sort carrément de ce qu'on a l'habitude de voir. On se dit, ouais, Mhm. pour quelque chose qui prétend être une monnaie, qui a un système, il y a forcément quelqu'un qui contrôle. Mais non, la manière dont c'est fait, il n'y a personne qui contrôle. Tu as différents acteurs dans cet environnement-là. Tu as Mhm. ceux qu'on appelle les nœuds et tu as les mineurs. Et tu as ceux qui utilisent Bitcoin finalement. Mhm. Donc, un nœud, c'est quoi? Un nœud, c'est un ordinateur sur lequel est installé le programme. Le programme s'appelle Bitcoin Core. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est le programme qui permet le programme Bitcoin, le programme qui permet de tourner Bitcoin, ça s'appelle Bitcoin Core. Donc, tu as des Mhm. nœuds, des ordinateurs. Donc, et tu peux le faire hein, chez toi. Tu installes Bitcoin Core sur ton ordinateur. Tu vas uploader toute la base de données, la blockchain. Là. Ça fait 400 gigas. Ça va mettre peut-être 3 jours pour charger. Donc, tu Mhm. installes ça chez toi, donc tu deviens un nœud. Les nœuds, donc, c'est des ordinateurs sur lesquels sont installés le programme Bitcoin, et puis ces ordinateurs sont connectés entre eux. Et aujourd'hui, des Mhm. nœuds, on pense qu'il y en a entre 50 000 et 100 000. C'est difficile Mhm. d'établir un nombre pertinent parce qu'il y a plein de nœuds qui utilisent Tor. Et puis Tor, c'est Mhm. indétectable, on ne sait pas qui. Donc, on pense qu'il y a entre 50 000 et 100 000 nœuds. Des nœuds officiels Mhm. qu'on connaît, il y en a environ 15 000 qui sont déclarés, on sait qu'ils sont des nœuds. Il y en a environ 15 000. Mais derrière, on pense Mhm. il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus de nœuds. Donc, tant qu'il y Mhm. a un nœud qui fonctionne, Bitcoin fonctionne. C'est ça qui est Mhm. compliqué. Il y a, c'est un réseau qui est décentralisé, mais enfin, décentralisé, c'est pas exactement le terme. Le vrai terme, le terme le plus pertinent, le plus exact, correct, c'est distribué. C'est pas décentralisé, c'est distribué. Mhm. Le protocole est distribué. Donc, tant qu'il y a une machine qui a le protocole Bitcoin, le Mhm. réseau est là, il fonctionne. Tu vois. Donc, le Mhm. seul moyen d'arrêter Bitcoin actuellement, c'est d'arrêter Internet, littéralement en fait. C'est d'arrêter Internet. Alors qu'on sait Ouais. que c'est impossible, quasiment impossible. Donc, c'est quasiment impossible d'arrêter Bitcoin. Tant qu'il y a un nœud qui tourne, le protocole marche. Donc, c'est quoi le rôle qu'ils jouent finalement ces nœuds-là? Les nœuds, ils vérifient toutes les transactions sur le protocole en temps réel. Donc, c'est ça qui est fascinant, c'est que en temps réel, à tout moment, tu as des nœuds qui vérifient toutes les transactions. Donc, quand tu envoies un Bitcoin à quelqu'un, il y a des nœuds qui vont s'assurer que celui qui envoie a effectivement les Bitcoins, que la transaction a effectivement été validée, et puis celui qui doit Mhm. recevoir a bien reçu les Bitcoins. C'est le travail des nœuds. Mhm. Ils vérifient que les règles, ce que j'ai énoncé, c'est quelques règles du fonctionnement du Bitcoin, du protocole. Mhm. Donc, les nœuds s'assurent que les règles de fonctionnement sont respectées par tous les participants. C'est ça, en fait. Mhm. Donc, tu as les acteurs, ceux qui ont les wallets, qui ont les portefeuilles. Tu as les nœuds, donc c'est des ordinateurs sur lesquels sont installés le protocole et qui, sans cesse, vérifient toutes les transactions. Et il y a ceux Mhm. qu'on appelle les mineurs. Ce sont d'autres acteurs qui sont très importants aussi. Les mineurs, eux, c'est eux qui vont créer les blocs. Donc, Mhm. quand je fais une transaction, disons que je t'envoie 2 bitcoins, la transaction est stockée dans un coin, un truc qu'on appelle le mempool, et puis la transaction en attente, quand un mineur valide la Mhm. transaction. Donc, donc les mineurs, leur travail, c'est ça. Ils vont dans la mempool, ils prennent les transactions, ils les enregistrent dans un bloc, en Mhm. s'assurant que ça respecte les règles, et puis les mineurs compétissent entre eux. Le premier enfin, c'est un peu comme une devinette, on va dire, pour simplifier les choses. Et puis le premier qui trouve la bonne réponse, c'est lui qui inscrit les transactions dans la blockchain. C'est un peu ça, en fait. Mhm. Donc, le mineur, c'est ça. Lui, il récupère les transactions des gens, il inscrit, enfin, il enregistre les transactions sur un bloc, et puis il participe à une compétition. Le premier, puis ce sont nombreux, c'est ça qui est bien aussi, c'est que tout le monde peut miner, n'importe qui peut miner. Je veux dire, Mhm. tu peux décider tout seul, tu as une machine,
tu vas Mhm. miner. Aujourd'hui, c'est que la compétition est tellement truc qu'il faut des machines spécialisées pour pouvoir miner. La Super compétition est très puissante. très serrée en fait. Il faut des ordinateurs. Enfin, je vais pas dire puissants, c'est des ordinateurs spécifiques en fait. Ça s'appelle ASICS. Tout ce qu'ils font, c'est que ça. Ils font que Mhm. faire les calculs pour le minage en fait. Donc il y a peu de Mhm. chances qu'en utilisant ton MacBook ou ton truc que tu puisses avoir, Mhm. que tu puisses remporter la compétition. Tu peux le Mhm. faire, Non, mais moi, mais un c'est moment, je très réfléchissais à inclus. prendre un ASICS en termes de matériel et c'est tout c'est- ça. c'est- Mais bon, c'est- ça, c'est un investissement qui est pas mal, c'est ceci lourd, dit. hein? Enfin, c'est lourd C'est même. lourd, mais c'est assez rentable. Hmm. On Toi, tu as un s'égare. ASICS? Non, on s'égare Non, pas, tu as un ASICS. non, j'ai pas d'ASIC chez moi, mais je participe à du minage par d'autres moyens. Mhm. Je t'expliquerai ça Mhm. en off. Il faut bien m'expliquer ça en neuf. Je suis très intéressée. Mais j'avais demandé, Ok. ça, j'ai demandé à un de mes amis, bon, on va faire une rapide parenthèse, un de mes, Mhm, pas collaborateurs, mais de mes petits, comme on dit ici, mhm, qui est informaticien. Donc, je lui ai demandé de se renseigner sur les coûts et tout ça, en termes de matos, pour pouvoir voir comment faire des prestations. Par exemple, si quelqu'un particulier veut mhm, s'équiper en matos pour miner, on lui fait des packages mhm. et tout ça, quoi. Donc, parce qu'il y a de l'intérêt, tu vois. Donc, Ouais. ce que ça va coûter en termes de charge, donc l'électricité, l'Internet, mais c'est surtout l'électricité, c'est de voir quand tu retires tout ça, en termes de bénéfices, qu'est-ce que tu retires, quoi. Mais c'est une réflexion. Moi, je suis plus dans le business. C'est un business qui est très, très, très rentable. Je vais peut-être consacrer un épisode spécial dessus sur le minage. C'est un gros Mhm. business, c'est un gros, gros business, une grosse industrie. Ils brassent des milliards de dollars par semaine, en fait, les Ouais, mais les mineurs. fermes. C'est Mhm. hyper rentable. C'est hyper rentable. Et c'est là le génie de Satoshi, c'est que finalement, c'est l'incitation monétaire, en fait. Parce que on Ouais. sait que les humains sont guidés par la cupidité. Donc, Mhm. il a tourné en fait cette tendance à la cupidité là pour sécuriser le réseau. Donc, les gens sécurisent le réseau parce qu'ils ont une incitation monétaire à sécuriser Mhm. le réseau. C'est pas parce que ce sont des idéalistes qui trouvent que Bitcoin C'est c'est ça. bon. C'est parce qu'il y a Ils sont des il y a une anarchistes incitation. amoureux du Voilà, Bitcoin. Et c'est pas, ouais, au début, les 15 premiers, je dis n'importe quoi, c'était des gens qui, ouais, c'était des cypherpunks, c'est des anarchistes, effectivement, mais très vite, c'est devenu une industrie rentable. Les gens y vont parce que il y a du business. Et aujourd'hui, la puissance de calcul, bon, avant de parler de la puissance de calcul, je reviens sur mon truc de mineur, là. Donc tu as ces mineurs là qui compétissent pour le faire. Du coup, pour attaquer Bitcoin, il faut fournir une puissance de calcul qui est, disons, plus ou moins supérieure à celle qui est disponible. Tu vois. Mhm. Donc Mhm. aujourd'hui, la somme des ordinateurs qui passent leur temps à faire le minage, là, Mhm. leur puissance de calcul est phénoménale. Je pense qu'on doit être à 200 exahash par seconde. Un Mhm. hash, en fait, Mhm. exahash, c'est le nombre de calculs que ça fait. 2 exahash, c'est 2 fois 10 puissance 18. Donc 2 et Mhm. 18 zéros derrière. C'est le nombre de C'est calculs que ces ordinateurs-là font par seconde. c'est au-delà du réel. Donc t'imagines la puissance. Je pense qu'il n'y a aucune organisation qui se rapproche de cette puissance de calcul-là. Tu vois, même si tu Mhm. prends tous les serveurs de Google, ils font même pas 5% de cette puissance de calcul. C'est Mhm. phénoménal. Donc, c'est hyper compliqué de hacker ce réseau. Parce que pour le hacker, il faut que tu fournisses une puissance de calcul supérieure ou égale à celle-là. Et aujourd'hui, c'est pas envisageable. C'est ce qui fait que le Mhm. réseau, il est hyper sécurisé aujourd'hui. Et c'est Mhm. une des particularités du Bitcoin. Le réseau, il est hyper sécurisé. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun protocole, aucune application, aucun système qui est aussi sécurisé, système informatique j'entends, qui est aussi sécurisé que Bitcoin. Il en a fait la preuve. Les chiffres sont assez parlants. Je pense qu'il a un uptime, un temps de disponibilité qui est de 99,99% depuis 13 ans. Il n'y a Mhm. il y a aucun système qui a ces statistiques-là. Et il n'a jamais été hacké. Je dis 13 ans Ouais. dans l'univers de la tech. 13 ans, c'est une éternité.
Donc ça, c'est pour ce qui est des mineurs. Donc les acteurs de cet environnement-là, c'est ça, les nœuds, les mineurs, et puis finalement, bah, tous ceux qui font des transactions en utilisant Bitcoin. Et puis il y a une autre catégorie d'acteurs dont on parle très peu, c'est la communauté des développeurs. Parce que tout système a des développeurs qui participent à sa mise à jour permanente. Parce Mhm. qu'aujourd'hui, Bitcoin a évolué par rapport à ce que c'était, le protocole était au début quand Satoshi Nakamoto l'a créé. C'est des développeurs qui travaillent dessus, qui essaient de résoudre les failles avant qu'elles soient exploitées, qui essaient de le faire évoluer, de le rendre un peu plus conforme aux attentes ou aux pratiques en fait du truc. Et donc, tu as une communauté de développeurs qui le fait. Et il y a un système de gouvernance qui est simple, complexe, ouais, qui est long. Enfin, c'est surtout ça. Ouais. C'est très long d'appliquer des mises à jour à Bitcoin parce qu'il faut avoir un consensus. Il faut que tous ces acteurs soient d'accord avant de faire une évolution dans Bitcoin. Et ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et Mhm. c'est un des, c'est un des points sur lesquels euh, la communauté crypto même a contre Bitcoin, c'est le fait que bah, Bitcoin évolue beaucoup trop lentement par rapport à d'autres crypto-monnaies. Mais c'est Genre, c'est un pour la dinosaure qui. sécurité. Mhm. Ouais. Ouais, mais c'est Ouais. pour la sécurité. Finalement, Bitcoin est intransigeant en matière de sécurité, finalement. Mhm. Elle est complètement intransigeante sur ce point-là. Et ça, c'est une des En forces. fait, c'est ça qui est son point fort, en fait, le fait Ouais, c'est qu'on ne son point puisse pas fort. hacker le réseau Bitcoin. C'est hyper sécurisé. C'est hyper sécurisé. En fait, donc, normalement, les banques et institutions financières, si elles sont assez intelligentes, elles devraient se greffer et faire des transactions en Bitcoin, en fait. Je pense que ça va y arriver. Ça va arriver. Et il y a plein Mhm. de banques qui sont en train de faire le move, qui commencent à Donc, adopter c'est le pour ça que truc, les à JP en acheter. Morgan et consorts, là, achètent beaucoup de Exactement. Bitcoin. C'est ça. À acheter et à proposer à leurs clients d'en détenir, pardon, d'en détenir pour eux. Donc, la conversion est en train de se faire lentement, mais sûrement, ça arrive. Tu vois. Et ça, c'est assez particulier parce que quand tu regardes la position des banques il y a 5, 6, 7 ans derrière, qui Mhm. diabolisaient littéralement Bitcoin et C'est qui clair. aujourd'hui achètent du Bitcoin, je pense que ça doit faire réfléchir les gens en fait. Est-ce que je dois garder ma position, bon déjà au fait que ça ne m'intéresse pas, est-ce que je dois continuer de ne pas Mhm. m'intéresser à ça? Est-ce que je dois Mhm. garder ma position défiante vis-à-vis de ça? Continuer d'avoir peur quand tu vois que même les institutions financières qui l'ont Financière. diabolisé il y a quelques années sont en train d'en acheter parce qu'elles commencent à Exactement. comprendre la révolution que c'est et ce que ça peut Mhm. apporter, tu vois, même à leur Mhm. business, Mhm. tu vois, Mhm. même à leur business. J'aime à dire que un des éléments qui a inquiété les banques, je pense qui a attiré leur attention, c'est Coinbase. Ah Ouais. ben, Coinbase a fait quelque chose d'énorme, tu vois. Quand ils ont fait leur introduction en bourse aux États-Unis, je pense que c'était l'année dernière, en 2021. Ça a été énorme. Je pense que ça a été une des plus grosses introductions en bourse. Je pense ils doivent être pas loin de ce que Facebook a fait, ou peut-être même ont surpassé Facebook. Mhm. Et la capitalisation boursière de Coinbase, quand ils sont rentrés en bourse, je pense qu'il doit y avoir que 3 ou 4 banques aux États-Unis qui avaient une capitalisation supérieure à celle de Oui, Coinbase. ils ont vu une gamme de jets. Ils ont dit, wow, Ah, c'est pas les banques. exactement. Tiens, Ils ont regarde même les ça. banques européennes. Genre, il n'y a aucune banque européenne qui a la capitalisation boursière de Coinbase. Et en plus, le Mhm. nombre d'utilisateurs. Ils sont rentrés avec 68 millions d'utilisateurs actifs. Il n'y a aucune banque Putain. en Europe qui a autant de clients. Je pense actuellement D'accord. Coinbase En fait, ça, doit être à c'est 90 millions. 66 millions de clients. C'est le nombre d'habitants en France, en tout cas Ouh, ça doit pas moyennement. être loin. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ça doit être dans ces eaux-là. 67 ou. Ouais. Tu, tu vois, donc quand les gars ils se disent, ouais, il y a un truc, il y a un problème, là. Tu vois, donc le mec qui rentre en bourse, il vaut plus que nous, il a plus de Ouais. clients que nous, il y a peut-être du bif à se faire. Tu vois. Et Ouais. surtout que tu as les clients qui sont de plus en plus demandeurs, tu vois, ils veulent acheter des cryptos et puis bon, ils font confiance à leur banque, donc ils se tournent généralement d'abord vers leur banque. Est-ce que vous ne pouvez pas m'acheter des cryptos? Est-ce que je ne peux pas acheter des cryptos via vous, tu vois? Et se rendre compte que les clients sont en train de se détourner pour aller sur les exchanges, des Coinbase, des Binance, qui sont en train de devenir des mastodontes.
Ça, c'était des Ouais. startups il y a 3 ans. Binance, c'était une Mm. startup en 2019, en 2017 quand ils ont lancé. Mhm. Mais aujourd'hui, ils inquiètent les banques, en fait. Ils inquiètent le système bancaire, mais sérieusement. Parce qu'ils ont du Ouais. poids, parce qu'ils brassent des milliards par jour. Ouais. Ils brassent des milliards de dollars par jour. Et bon, ils se disent, il y a du business à se faire, donc il faut qu'on s'y intéresse. En fait, ils se disent qu'ils ne pourront pas lutter longtemps, en fait. Ouais, je pense aussi. Mais en même temps, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à penser, quand on parle de Bitcoin, et surtout quand tu commences à parler des avantages du Bitcoin, Mhm. à imaginer un monde dans lequel Bitcoin remplace les monnaies. Je Mhm. pense pas qu'on, enfin, je pense pas qu'on va y arriver à ça, en fait. Ce sera Mhm. hyper compliqué que Bitcoin remplace les monnaies. Je pense que on va arriver dans un monde où ça va cohabiter d'une certaine manière, Mhm. tu vois. Parce que Mhm. Et ça peut enfin, les cohabiter, ouais. banques ont des avantages, on va pas se mentir. Il y a une certaine Mhm. sécurité à avoir son argent en banque, tu vois. Mais bon, après, tu as des inconvénients que Bitcoin essaie de... Et Bitcoin aussi a des inconvénients. C'est relativement jeune, tu vois. La capitalisation boursière elle n'est pas ouf. Je veux dire, 1000 milliards, je pense à son pic, ça devait être 1000 milliards de dollars que ça Mhm. représentait. Mhm. 1000 milliards de dollars, c'est une goutte d'eau dans le monde financier. Ouais. Ça pas autant de liquidité que l'or, par exemple. Il me semble que l'or a une liquidité de 11 000 ou 12 000 milliards de dollars. Ouais. Tu vois, donc Mhm. Bitcoin par rapport à l'or en termes de poids, ça ne vaut pas grand-chose. C'est moins de 1%. Tu vois. Mais Et les cryptos. Ouais, les cryptos, les c'est cryptos, 3. les cryptos, c'est en pic. Au pic, C'est il devait 3 approcher 3000. 000. Il devait approcher Ouais, 3000 c'est ça. milliards. C'est Actuellement, 3 ça doit 000 être milliards, 2000 ouais. milliards. Maintenant, Actuellement, ça doit ouais, être ça. 2000 milliards. Et puis, Bitcoin doit représenter 800 milliards ou 700 milliards, un truc comme ça. Mhm. Et justement, ça fait quoi? Une autre des questions qu'on me pose souvent, c'est pourquoi Bitcoin et pas les autres crypto-monnaies? Bon, moi, je préfère Mhm. parler de Bitcoin parce que c'est la première crypto, donc c'est celle qui a montré le chemin que c'était possible. Et puis, toutes les Ouais. autres cryptos, en fait, si tu regardes les autres cryptos après Bitcoin au début, c'est des cryptos qui copiaient Bitcoin et puis essayaient Mhm. d'améliorer. Parce que Mhm. je ne suis pas sûr Enfin, qu'on l'ait Ethereum. dit, mais par exemple, c'est une particularité, mais je vais y arriver. Euh, le protocole Bitcoin, il est open source. Open source, ça veut Mhm. dire que le code, tout le monde le voit, tout le monde peut copier, tout le monde peut s'en inspirer. C'est ça Mhm. qui est magnifique. Donc, n'importe qui peut créer son Bitcoin, il copie le code du Bitcoin, il va changer le nom, il va appeler ça le Editcoin, et puis c'est un Bitcoin. C'est une Mhm. crypto-monnaie. Mais ce Mhm. qui va faire la différence, c'est l'utilisation. Tu as créé ton Ouais. Editcoin, mais il y a qui utilise ton Editcoin? Tant qu'il n'y a C'est ça. personne qui te demande, bah, le prix, enfin, ça ne vaudra pas grand-chose. Ce qui fait la Mhm. valeur du Bitcoin, c'est que tu as des gens qui sont prêts à acheter ces Bitcoins. Donc, Ouais. ils mettent l'argent qu'il faut, tu vois. Donc, euh, je parlais de... oui, donc Bitcoin parce que c'est la première. La plupart des cryptos qui sont venus après ont copié, sont partis du code du Bitcoin et ont essayé d'améliorer. Tu parlais d'Ethereum. Au début, Mhm. Ethereum se positionnait comme Bitcoin killer. Il voulait surpasser Bitcoin. Mais après, l'usage a montré que les gens n'utilisent pas Ethereum exactement pour la même raison que Bitcoin. En fait. Là où Bitcoin se positionne comme réserve de valeur utilisée dans les échanges, Ethereum, eux, ils se positionnent plus comme l'ordinateur mondial sur lequel on fera tourner les applications du futur, tu sais, notamment la DeFi, les NFT, tout ça, tu vois. Donc, c'est pas Mhm. exactement la même proposition de valeur. Donc, c'est pas très pertinent finalement de comparer ces deux choses-là sur ce que ça apporte. Et tu verras que une bonne partie des autres crypto-monnaies dans la liste, dans le classement, se positionnent maintenant comme Ethereum killer. C'est ça. Se positionnent comme Chacun va Ethereum venir killer, veulent faire. faire Après, on va pareil. faire Solana qui le. C'est ça. Donc, que ce soit Solana, Cardano, Avalanche, Polkadot, tous ceux-là, ils veulent tuer Ethereum en fait. Ils veulent faire mieux qu'Ethereum, tu vois. En devenant l'ordinateur mondial sur lequel vont tourner toutes les applications décentralisées.
Mais bon, on n'est pas là pour parler de on n'est pas là pour parler de ces crypto-monnaies. Donc Bitcoin parce Mhm. que et en termes de poids, Bitcoin, c'est environ entre 40 et 50 de la valeur de heu, toutes les cryptos qui existent. Et pour moi, si tu veux comprendre les crypto-monnaies, commence par comprendre Bitcoin. Une fois que tu as compris Bitcoin, maintenant enfin, tu as plus de billes pour comprendre ce que les autres crypto-monnaies apportent, leurs projets, leurs propositions de valeur et tout. C'est pour ça que moi, je préfère parler aux gens de Bitcoin. Maintenant, après, ils pourront faire leurs recherches et puis s'intéresser à d'autres crypto-monnaies. Ouais. Euh, Une autre question qui m'est posée souvent, c'est peut-on devenir milliardaire en Bitcoin? Edith, C'est même pas qu'est-ce que possible. tu en penses? En tout cas, soit tu es déjà milliardaire et tu deviens doublement milliardaire en Bitcoin. Mais tu peux pas devenir milliardaire avec le Bitcoin. Et puis je pense que c'est fini en fait. Je pense que il y a beaucoup de prédictions sur pour les 5 prochaines années, le Bitcoin. Même cette année-là encore, les gens étaient à une prédiction de 100 000 dollars. En 2021, ils disaient que oui, hein, d'ici la fin de l'année 2021, 100 000 dollars, 200 000 dollars. C'était JP Morgan qui disait ça régulièrement. Mhm, Et puis d'autres maximalistes qui disaient ça régulièrement. Et tout ça, bon, on a vu que euh, avec l'inflation et puis la guerre en Ukraine, que ça ne serait pas du tout possible. Même si l'année n'est pas encore finie, hein, mais que ça ne serait mhm. pas du tout possible. Quoi. Mais je pense pas. À moins qu'on soit déjà milliardaire, en fait. Un milliardaire peut devenir milliardaire en Bitcoin. Mais Ouais. pas autrement. C'est pas possible. Peut-être, hein, C'est- mais c'est pas possible. Je pense c'est- que en 2020, c'était encore possible. 2021, encore, ouais. Non, mais c'est plus possible pour moi. Enfin, moi j'ai des prédictions de prix aussi, hein, Hmm. moi je suis très optimiste sur le prix que Bitcoin va avoir dans quelques années. Donc, Hmm. je pense que ça peut encore faire un fois 10 fois 20 parce que l'adoption est Hmm. encore marginale. Ouais, 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 clairement. Je veux dire, euh, le prix du Bitcoin, ce qui détermine le prix du Bitcoin, c'est l'offre et la demande. Donc, plus des gens vont Hmm. vouloir acheter du Bitcoin, plus le prix va monter, tu vois. Mhm. On Mhm. estime qu'il y a environ 400 millions de portefeuilles qui ont des bitcoins actuellement. Donc, 400 millions de personnes, on va dire, si on extrapole, 400 millions de personnes dans le monde qui utilisent Bitcoin. 400 millions, c'est rien, en fait. C'est Mhm. rien. Donc, Ouais. plus les gens vont s'intéresser au sujet et vouloir acheter du Bitcoin, et plus le prix va monter. C'est aussi simple que ça, en fait. Tu vois. Donc, ça, c'est pour ce qui pourrait justifier que le prix va grimper. Maintenant, Mhm. l'autre chose, effectivement, enfin, c'est derrière cette question-là, il y a après, on n'est personne pour juger, hein, mais il y a, je parlais de cupidité. Il y a finalement la notion de cupidité. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au crypto parce qu'elles veulent devenir milliardaires, millionnaires. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça. Devenir millionnaire, c'est pas que, enfin, tu peux avoir acheté du Bitcoin quand c'était à 0,5 $, mais rien ne garantit que tu n'aurais pas vendu le Bitcoin quand c'était à 10 $. Mhm. Si tu n'as pas compris ce que c'est, il y a très peu de personnes qui ont gardé les bitcoins qu'ils ont pendant 10 ans. Les, c'est, enfin, je sais pas, tu vois, il y a beaucoup de Si, si. tentations. Je veux dire, arriver un moment, et puis chacun a son horizon de temps. Je veux dire, ok, bon, tu as acheté des bitcoins quand c'était à 10 $, mais tu as un incident de la vie qui fait que quand c'est passé à 200 $, tu avais urgemment besoin de trucs, je sais pas, peut-être pour acheter une maison ou pour faire des funérailles de je sais pas qui, tu vois. Il y a beaucoup de Mhm. choses qui rentrent en ligne de compte, en fait. C'est pas que Bitcoin qui rendra quelqu'un millionnaire. Il y a un état d'esprit à changer. Et c'est pour ça que j'encourage, je félicite des initiatives pour, euh, pour inculquer l'intelligence financière à notre communauté, tu vois, notamment les Money Spaces, c'est vraiment quelque chose de... Parce que c'est ça, il faut changer la mentalité des gens. C'est pas juste parce que tu as acheté Bitcoin que tu vas devenir millionnaire ou que tu achètes des cryptos que tu vas devenir millionnaire. Devenir millionnaire, Mhm. ça se construit en fait. Et Mhm. c'est plus avoir des actifs qui produisent de l'argent, enfin qui produisent des sous qui Les rendent revenus millionnaire. C'est passifs, pas ouais. avoir des revenus passifs, tu vois. C'est tout un processus. C'est pas juste acheter du Bitcoin et revendre. Même si tu as revendu ça, un truc, tu peux très vite aller dilapider et puis retomber sur C'est tes ça. trucs, tu vois.
Donc la question est un peu plus complexe que Après, ça. après si la personne est un excellent trader qui a du capital, qui a des millions Un de gros dollars, capital. voilà, un capital en millions de dollars, voilà, et que c'est un excellent trader, c'est un tueur sur les marchés boursiers qu'il maîtrise, il peut. Mais sinon, en dehors de ça, c'est même pas possible. Oui, en tout cas, les champs sont très, très infimes. Sont très infimes et il faut que les gens en soient conscients. Vraiment, C'est ça. En fait, il faut qu'ils s'informent, parce que c'est là le drame, en fait. Les gens, comme tu dis, l'être humain, c'est normal, hein, on est tous tombés dans ça, la cupidité, on veut se faire des sous rapidement. Et même quand on sait que c'est pas possible, on veut y croire quand même. Donc, on se laisse avoir par des projets scabreux, des scams qui nous promettent monts et merveilles et tout. Mais au final, voilà quoi. On est au courant, on sait que c'est pas bon, mais on se lance dedans. On sait que c'est pas possible, on se lance dedans. Donc, informez-vous, lisez, regardez des vidéos d'experts à ce sujet, et puis voilà, pour éviter de vous faire avoir. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Bon, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là. On est bientôt à 90 minutes d'échange. Ah, On va, ça on va passe vite quand garder même, le hein. reste Tu ne te rends pas ça passe compte. très vite. On va garder Tu le ne te rends reste pas compte. pour pour un autre épisode. Et Il j'ai une y a dernière beaucoup à question. dire, en fait. Ouais, Ouais. il y a énormément de choses à dire. Moi, je pense qu'on a traité la moitié de ce que je pensais, ce que je pensais aborder. Bon, on remettra ça pour la prochaine fois. Et pour finir, moi, j'ai une question à te proposer. C'est une question que je veux institutionnaliser finalement sur mon podcast, que je poserai systématiquement à tous mes invités. C'est quelle personne aimerais-tu voir invité sur ce podcast? Quelle personne aimerais-je voir inviter ce podcast? Mhm. 6Z. Ça va être Ben compliqué. oui, soyons fous. Croyons Soyons en fous. nous. Crois en En fait, toi. oui, enfin, j'ai pas de problème avec. C'est surtout pour mon audience et mon position. Tu vois, je préfère inviter des Africains. Tu Bien vois, sûr. je préfère inviter des Africains. Je pense que ça parlera mieux à mon auditoire. Donc, mis à part CZ, que j'ai quelque Non, part, que c'est j'ai une anecdote. recruté quelque je C'est sais, pour tes titiller. je sais que tu rigolais. Mis à part CZ, tu penses à qui d'autre? Bon, je pense à Jessica Nono. Attends. Ok. Hmm. Jessica. Bon, c'est vrai que Donc Jessica a des thèmes Jessica. techniques. Il faudra la guider. Jessica, si tu m'entends, si tu me lis, des thèmes techniques, réduire un peu. Hmm. Jessica Nono, je pense également à, pourquoi pas, Régis Bomba. Mais je note bien Jessica. Je note Ouais, bien Jessica. Jessica, Il y a pas Jessica Régis Jessica, Bomba. Jessica Et Régis. puis, Ok, c'est noté. tu connais Océ Omar sur Twitter? Ouais, je connais Omar. Ah, donc Omar, oui, j'aimerais Omar, ouais, Omar. Ok, c'est bien noté pour les trois personnes que tu veux bien voir. Merci beaucoup, Et je pense qu'ils sont Edith. très accessibles, donc ça va se faire. Ouais, je les connais personnellement, donc ça devrait être plus une question de calendrier, je pense. Enfin, Exactement. je m'aventure, mais je pense. Non, non, je pense que c'est possible. Ils ont beaucoup à dire. Ok, parfait, parfait. Bah écoute, il n'y a plus qu'à te remercier. Merci pour ton temps. Ça a été compliqué de Ouais, caler oui, et avec la cet logistique des bébés, entretien. bon, toi, ton marathon, logistique de bébé et tout. Mais bon, je Ouais, pense ouais, que c'est tout ça qui fait le charme aussi, hein, c'est-à-dire ouais, nos c'est sûr. réalités quotidiennes, le fuseau horaire. Ouais. euh, et puis bon, voilà, quoi. C'est tout ça qui fait le charme de. Et puis j'aime bien ce format aussi, podcast. C'est intéressant, c'est sympa. Et je pense qu'à un Ouais. moment donné, tu arriveras à la vidéo, tu vois hein, de quoi je parle, hein, comme le fait Gary Vaynerchuk et d'autres, ou Oh, bien, bon, c'est pas le purée. meilleur exemple, hein, c'est pas le meilleur exemple, Joe Rogan, c'est pas le meilleur exemple, mais un peu dans ce genre de format, quoi, tu vois. C'est assez sympa et les gens aiment ça. Les gens aiment ça, les Ben, podcasts. En tout j'espère. cas, c'est très bien. Merci beaucoup, Edith. Et puis, on se dit à la prochaine fois. Au revoir. Bye bye. Ciao, ciao, bye bye, bye bye.
Nous sommes à la fin de l'épisode du jour. Je vous remercie de l'avoir écouté. L'objectif de ce podcast est de partager la correcte information sur le Bitcoin et les cryptos. Si vous avez appris des choses nouvelles ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur les plateformes de streaming YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. Si vous avez des questions, des sujets que vous voulez que j'aborde, ou même si vous souhaitez être invité à discuter au cours d'un épisode, je serai très heureux d'en parler. Vous pouvez me mentionner sur Twitter, le pseudo c'est @afrique_bitcoin. Encore merci et à bientôt.